La médecine du futur, c'est maintenant. Informatique, robotique, technologique, nanotechnologique. Une révolution est en cours et nos territoires en sont de vrais acteurs. On en parle sur ce tout nouveau campus santé en Lorraine. Enquête de région se met aujourd'hui à la pointe de la médecine. On peut avoir une idée de ce que le genou va être déjà maintenant avant de faire quoi que ce soit. L'ensemble de notre philosophie, c'est le confort du patient. Si on souhaite aller vendre aux États-Unis, en Asie, on doit inévitablement proposer des choses que les autres ne proposent pas. Pour y arriver, il faut innover. On a montré en Asie, comme on le montre au Brésil et ailleurs, que je pense qu'il y a une excellence française, sans oublier que cette révolution chirurgicale de chirurgie mini-invasive, elle est française. Bienvenue sur le campus Brabois Santé. Nous sommes à Vendeuvre-lès-Nancy en Lorraine. Inauguré début octobre, ce site universitaire est entièrement dédié à la santé. La médecine bien sûr, mais également, et c'est nouveau, la pharmacie et l'odontologie. Dans un instant, on ira visiter un centre de formation par simulation très novateur. Mais d'abord, direction Thionville en Moselle. Une clinique vient de se doter d'un outil de pointe. Des gestes précis, toujours dans le même ordre. Un enchaînement de mouvements qu'on dirait chorégraphiés. L'équipe du docteur Ionesco se prépare à une intervention sur un patient atteint d'une arthrose interne au genou droit. Dans cette clinique, depuis quelques mois, un nouvel outil est intégré à ce protocole réglé comme du papier à musique, une assistance robotique chirurgicale. L'écran, il faut le mettre comme ça ici. On peut l'approcher. Et là, on va pouvoir commencer. La rotation de la jambe du patient permet à l'ordinateur de repérer dans l'espace la totalité des points qui vont de la cheville à la hanche. Des informations indispensables pour calculer et anticiper les différents mouvements du genou. Ensuite, le chirurgien renseigne le système pour modéliser avec précision le fémur et le tibia. C'est une cartographie qu'on espère la plus fidèle possible pour qu'après, il se serve de ça pour nous proposer des choix. Ça, c'est le rendu final, en fin de compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée de ce que le genou va être déjà maintenant, avant de faire quoi que ce soit. Ce patient est arrivé le matin même et si tout va bien, il sortira en fin de journée. 2 étages plus haut, Chantal attend de descendre au bloc. Elle aussi bénéficiera de l'assistance robotique. Alors, vous sentez comment là? Ça va. Ouais. L'ensemble de notre philosophie, c'est le confort du patient. Tout est centré là, sur ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a la chance d'accéder à cette nouvelle technologie qu'est l'assistance robotisée Navio, qui nous permet, à notre sens, d'améliorer le positionnement de l'implant. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, et sans doute, à terme, d'améliorer le confort du patient. C'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce que ça vous fait d'être opéré par un chirurgien qui va être assisté par un robot? Ça ne me dérange pas, j'ai confiance, alors ça ne me dérange pas du tout. Donc moi, je vous retrouve au bloc opératoire. Ouais. L'objectif, je vous le rappelle, c'est que vous marchez ce soir, tranquillement, sans aucune douleur. D'accord? Oui, d'accord. Ok? Oui, ok. Bon, super. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Le Navio est opérationnel depuis 3 mois dans ce service de chirurgie orthopédique. Il a permis d'opérer 25 personnes, toutes pour des prothèses partielles du genou. Une innovation qui permet aux médecins de travailler avec une représentation en 3D de la jambe du patient. Il peut évaluer la tension ligamentaire, positionner virtuellement l'implant, tester différentes options. Ensuite, un peu comme s'il programmait un GPS, il va suivre la route qu'il a choisie. Chantal est maintenant au bloc. Grâce à la fraise, on est venu émonder l'os progressivement pour atteindre le plan de coupe au niveau du fémur et le plan de coupe au niveau du tibia pour passer théoriquement parfaitement les implants, en fonction de la planification qu'on a fait. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas au bon endroit?
Là, actuellement, si par exemple je voulais fraiser plus profond mon tibia, ça ne fonctionne pas. Plus profond mon fémur, on remet sur le tibia, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, je ne peux pas. C'est impossible. Parce que la machine m'en empêche. Elle sait que je suis au bon endroit, elle ne va pas me permettre d'aller plus loin. Donc elle m'aide dans mon positionnement. Je fais nos essais, tac. 3 tibias, 4 fémurs. Un outil robotique très utile aux chirurgiens, mais qui reste un outil. Alors là, vous voyez, je suis en train juste de tester mon genou. Alors ça, c'est mes habitudes, quoi. Il me dit que je mets un variage de 4 degrés. On s'appuiera toujours sur la machine pour nous aider, mais on restera toujours critique par rapport à ce qui nous est dicté. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs sur la machine, qu'il y ait un mauvais retour. On ne sait pas. Par habitude, on ressent. Nathalie, qui arrive d'un pas décidé, a subi 2 interventions, une à chaque genou, la première en 2017 et la seconde il y a 1 mois. Parfait, c'est bien. Vous arrivez à le plier sous la chaise au maximum que vous pouvez. Comme ça. C'est le maximum. Oui. Donc voilà, ça nous fait environ 120 degrés de flexion au bout d'1 mois, ce qui est tout à fait correct. Oui, j'ai fait la première fois donc sans le robot. Et quand M. Ionesco m'a dit qu'il y avait le robot, alors là j'étais impatiente même. D'accord, donc ça vous a pas effrayé? Ah, du tout. Du tout. Mais c'était bien expliqué dès le départ. On vous donne une documentation, donc non, c'était très bien expliqué. Au niveau de la flexion, ça a été plus vite que le premier, malgré que celui-ci ne m'a pas posé de problème, mais ça a été très vite. J'ai vu la différence quand même entre les deux, au niveau de la flexion. Et puis la marche, bah, ça va tout seul maintenant. Au revoir, docteur. À la prochaine. On a l'impression tout de même d'ouvrir une petite porte vers un univers qui est vaste. Le chirurgien va rester tout de même le maître de tout, mais qui sera accompagné des outils intelligents qui pourraient l'aider encore plus. Ce que tu fais, enfin moi c'est ce que je fais, tu le passes mais tire le Informatique et robotique ont fait leur entrée au bloc il y a quelque temps déjà, et ça n'est que le début. On parle bientôt, dans 2, 3, 5, 10 ans, d'avoir des prothèses faites sur place en 3D, avec des imprimantes 3D, donc on est dans cette logique-là. Donc c'est important pour attirer les praticiens dans des villes comme Thionville, des villes comme Épinal, il faut pouvoir leur proposer ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, l'avenir c'est ça, c'est d'avoir non pas des robots qui remplacent le chirurgien, parce qu'autrement le chirurgien il perd son âme aussi, mais qui vont l'assister. Et donc aujourd'hui la chirurgopodie, c'était le genou, après ça sera la hanche, ça sera l'épaule. On a le robot, mais qui est beaucoup plus lourd pour la chirurgie du cancer de la prostate notamment. En ophtalmologie, on a aussi des appareils assez extraordinaires. Fin de journée à la clinique Ambroise Paré. Louis, le tout premier patient du matin opéré en ambulatoire, attend de savoir s'il peut sortir. Donc il faut toujours, quand on se lève, pas se lever brutalement pour pas que ça tourne. Donc, voilà. Je plie ma jambe. J'ai plus de douleur alors que j'en avais auparavant. Je suis satisfait du résultat. Et je pensais moi-même, je ne pensais pas obtenir ce résultat de suite. Chantal, elle, est encore en salle de réveil. Elle sortira le lendemain, comme prévu. D'accord. À tout de suite. Oui. Voilà. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une centaine de patients par an pourraient bénéficier de cette technologie dans cette clinique. Vous êtes ici au cœur de l'hôpital virtuel de Lorraine. 6 plateformes dédiées à la formation des étudiants, bien sûr, mais également à la formation continue des professionnels de santé. Ici, c'est une équipe des urgences, déjà habituée au terrain, qui est à l'œuvre. Ah, j'ai mal. Est-ce que la douleur, elle va dans l'épaule, dans la mâchoire? Est-ce qu'elle va dans le dos? En plein milieu de la poitrine, là, vous avez la main, là. J'ai très mal. Vous avez probablement un petit caillou qui bouche une artère du cœur. Monsieur, comment ça va? Il est plus là, ok. On est à plat, préparez
les électrodes. Indeni, vous êtes directrice opérationnelle de cette plateforme en médecine générale et d'urgence. On voit là des urgentistes en train de s'exercer sur une poupée. Quel est l'intérêt ? En fait, le but aujourd'hui, donc on est en présence d'une équipe du SAMU 54, une équipe complète avec des médecins, des infirmières, un ambulancier. Et le but, c'est de faire interagir l'équipe comme dans la vraie vie, autour d'un mannequin à la pointe de la technologie. Et on peut simuler différents cas cliniques, différentes pathologies. C'est pas trop difficile de travailler sur l'empathie, l'échange justement avec le patient, le faux patient. Là, vous l'avez vu grandeur nature, c'est que rapidement les praticiens, l'équipe a oublié que ce n'était pas leur environnement habituel, a oublié que c'était un mannequin. Ils ont communiqué, il y a eu une interaction soignant-soigné. Il y a eu un jeu de questionnement pour savoir un peu les antécédents, les pathologies, les traitements du patient. C'est devenu un patient, c'est plus un mannequin, c'est plus un simulateur, c'est un patient. Et il y a un cadre affectif qui s'est créé entre le patient et les équipes d'apprenants. Et puis du coup, on l'a essayé de le rassurer, on l'a soulagé par rapport à ses douleurs, on a répondu à ses questions. Donc non, c'est plus un mannequin, c'est vraiment la vraie vie. Comment élaborez-vous les scénarios ? Est-ce que c'est à partir d'erreurs qui ont eu lieu dans le monde réel ? Donc, du coup, il y a deux types de scénarios. Les scénarios comme celui-là, c'est un scénario qu'on peut décliner dans n'importe quelle discipline médicale, paramédicale. On peut être confronté à un arrêt cardio-respiratoire. Et il y a aussi des scénarios qu'on met en place suite à des erreurs qui se sont passées dans les services, des erreurs de dosage médicamenteuse ou de gestes ou un problème de communication entre les équipes, et tout ça on le met en œuvre ici au travers de cas cliniques écrits et travailler ensemble. Avec une devise, jamais la première fois sur le patient. Ça veut dire quoi ? Donc du coup, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui préconisent qu'il ne faut jamais travailler directement sur le patient, toujours faire une étape en amont, c'est-à-dire une étape d'apprentissage quelque part. Et donc du coup, les mannequins haute utilité nous permettent de recréer ces situations de la vraie vie. Fin du scénario et fin de cette interview. Merci beaucoup, Indeni. Merci. Merci. Cette médecine de pointe fait parfois vivre un territoire. C'est le cas de Nogent et de Chaumont en Haute-Marne. Ce secteur s'est spécialisé dans la conception et la fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux. Une aventure qui a commencé il y a bien longtemps. Après 35 ans de métier, il lui suffit d'un coup d'œil pour voir les défauts à corriger, les parties de la pièce à ajuster. La technicité de l'objet est inscrite dans ses doigts, il la travaille sans même y penser. Antoine Simonet est ajusteur et entre ses mains aujourd'hui une prothèse de hanche de reconstruction. Elle arrive de l'usinage, on retire déjà le surplus, on fait un petit arrondi, il y a du combrage, du perçage, taraudage, et voilà. Et la pièce est finie, elle passe à une autre cellule. C'est un travail qui demande quelle qualité finalement ? Faut être un petit peu consciencieux, beaucoup même, voilà, aimer ça. Dans cette entreprise, 400 salariés fabriquent 1/8 des prothèses de hanche vendues dans le monde. Mais on y trouve aussi des implants d'épaule ou de rachis de haute précision, façonnés dans ces machines. Le marché est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent nos prothèses, tout simplement parce que la population vieillit et que les gens veulent vivre en gardant leur santé, leur mobilité. C'est un marché qui va continuer à croître. On voit que les fonctionnalités sur les produits ne cessent de s'améliorer. On recherche maintenant des produits qui vont de mieux en mieux rentrer à l'intérieur du corps humain et faire un en fait avec l'individu. Cette croissance profite à tous. À Chaumont comme à Nogent, 20 km plus loin, une trentaine d'entreprises et de sous-traitants fabriquent des implants pour tout le corps humain, ainsi que des instruments de chirurgie. 35% en tout de la production mondiale et un savoir-faire ancestral. Au Moyen-Âge déjà, les Haut-Marnais forgeaient le métal pour en faire des couteaux, des ciseaux, des outils en tout genre. Puis, au XIXe siècle, Nogent accompagne de ces instruments le développement rapide
de la chirurgie française. C'était des grandes maisons de coutellerie parisiennes, type Charrière, Mathieu, Favre, qui faisaient faire le prototype dans leurs ateliers et qui faisaient fabriquer en série à Nogent. Donc je dirais que c'est vers 1850 où ça a commencé. Évidemment, avec les guerres successives, ça a pris un développement sans précédent. Et donc voilà, on en est arrivé là aujourd'hui. Enfin, dernière activité de Nogent et sans doute la plus méconnue, la production des instruments de chirurgie. Comment pourrait-on deviner, il est vrai, que l'instrument délicat manié par le chirurgien prend naissance sur une enclume et entre les morts d'un étau? Dans les années 70, le marché des instruments chirurgicaux est toujours florissant. Mais cette femme, Renée Landanger, comprend qu'à l'avenir, la valeur sera bien davantage dans l'implant que dans l'outil. En 1984, elle lance une prothèse de hanche nommée Corail. Le succès est mondial. Patrice Logereau a travaillé sur cette prothèse. La production a monté en puissance, progressivement. Donc des recrutements, aussi bien en opérateurs qu'en matière grise. Derrière, des ordres à des sous-traitants, en polissage, sous-traitance de forge, etc. Donc ça générait une multitude une création d'emplois en fait. Économiquement parlant, c'était le début d'une belle aventure. 50 ans plus tard, Nogent, 4000 âmes, n'a pas gagné d'habitants. Mais la filière implants et instruments chirurgicaux s'est organisée. Aujourd'hui, elle porte même un nom, la Prothésis Vallée. Une dénomination anglophone car plus que jamais, les entreprises haut-marnaises travaillent à l'international. Chez Landanger, 3e génération, on ne fabrique plus de prothèses, mais on propose près de 15 000 références d'instruments, comme cette râpe à os, à des chirurgiens du monde entier. Quand nous emmenons des Américains ou des Japonais, des Australiens il y a encore quelques semaines, ici, ils ne savent pas où ils vont. Ils sont un petit peu perdus. Mais ils reconnaissent très vite le charme de la Haute-Marne et inévitablement les qualités de ses employés. Le point le plus important, c'est que le personnel est de Haute-Marne, aime la Haute-Marne, et donc vous avez une constance, vous avez une fiabilité dans les gens, et les gens s'inscrivent ici dans du long terme. La Prothésis Vallée brille donc à l'international, mais les entreprises réunies en association travaillent aussi main dans la main sur les questions environnementales, le développement technologique ou l'innovation, et surtout sur la formation. Une problématique chère à la vice-présidente de cette grappe d'entreprise, Delphine Descornes. On a vraiment, nous, en tant qu'industriels, une forte croissance. Et cette croissance, aujourd'hui, elle est presque freinée par le fait qu'on n'arrive pas à recruter suffisamment d'opérateurs, de techniciens qualifiés par rapport à nos métiers. Donc on souhaite également justement créer un BTS, créer toute une filière de formation et communiquer aussi vis-à-vis des jeunes pour qu'ils puissent rester dans ce département et justement se créer eux-mêmes leur avenir dans l'industrie haut-marnaise. L'avenir de Charles Rasse passe pour le moment par Nogent. L'étudiant Picard est en alternance dans cette fabrique de plaques, d'agrafes et d'implants pour les pieds et les mains. Sa vie se partage entre l'école d'ingénieur et l'entreprise. Ce qui est important, c'est de faire le lien entre ce qu'on a en cours et ce qu'on a ici. Donc c'est vraiment des procédés qu'on retrouve en cours et en entreprise, et ce qui permet aussi d'appliquer directement ce qu'on a appris d'une semaine à l'autre entre les différents moments. Donc maintenant qu'elles sont placées, bien on appuie. On vient serrer le tout. On plie une fois. Deuxième rouleau qui replie une deuxième fois. Et on peut relâcher. Et il y a le deuxième rayon qui est plus gros que le premier. Donc ça se sera corrigé. Tout ce qu'il apprend, donc des nouveautés scientifiques ou techniques dans son école, il peut les rapporter dans l'entreprise. Ça peut nous apporter aussi des nouvelles idées. Et puis surtout, l'intérêt, c'est aussi justement de ramener des étudiants dans notre région. On a un déficit de formation clair sur le secteur. Donc trouver des gens formés, c'est compliqué. Des jeunes, encore plus. La problématique étant que quand ils quittent la région pour suivre un BTS ou quelque chose, ils n'ont pas vraiment envie de revenir.
On a la chance d'avoir l'UTT qui nous forme en ingénieur, mais en termes de techniciens ou d'usineurs qualifiés, on n'a plus personne. L'UTT, l'Université de technologie de Troyes. C'est là où Charles Rass étudie et où il retrouve ses camarades le soir. Cette antenne, située à Nogent, est ouverte depuis 2009. Les promotions de futurs ingénieurs rassemblent chaque année une centaine d'étudiants. De quoi faire bouger la petite ville. On fait des cours particuliers par exemple pour les collégiens et les lycéens. Des étudiants se portent volontaires, donc bénévolement, pour donner des cours. Après, on a quand même beaucoup de liens avec la ville parce qu'on a de nombreux partenariats. Par exemple avec les pizzerias, avec les garagistes, les coiffeurs, tout ça. Ce qui permet de garder contact avec tout le monde. Ça ramène du monde, donc ils sont contents. Il la tape un peu. Et là, tu dis qu'il est assez bon pour faire ça. Ici, et après Une fois Charles et ses camarades diplômés, il reste un enjeu pour la direction de l'UTT, les faire rester et en entreprise et sur le territoire. Jusqu'à présent, on a formé une centaine d'élèves ingénieurs et il y en a une quinzaine, entre 15 et 20, qui ont été embauchés dans le secteur. Donc ça reste faible, on essaie de travailler cet aspect-là et l'objectif, c'est évidemment de les garder après leur formation, ce qui n'est pas simple. Ceux qui sont nés ici, ceux qui y sont restés, travaillent à l'avenir du territoire et avec lui à l'avenir de la filière. Retour chez Landanger. Dans ce laboratoire de recherche et de développement, on imagine les instruments chirurgicaux de demain. Une grande partie des bénéfices de la société est réinvestie dans les prototypes, essentiels pour survivre dans un marché mondialisé et de plus en plus concurrentiel. Aujourd'hui, si on souhaite sortir du territoire qui est la France, si on souhaite aller vendre aux États-Unis, en Asie, on doit inévitablement proposer des choses que les autres ne proposent pas. Et pour y arriver, il faut innover. Pour innover, il faut travailler avec des chirurgiens, où qu'ils soient. Donc il faut se déplacer, il faut comprendre leurs besoins, comprendre la chirurgie, pour sortir un jour une façon de faire la chirurgie différemment. Donc ça passe inévitablement par des instruments, et c'est là où nous sommes. Du métal brut au patient, Nogent puis Chaumont puis toute une vallée ont su tirer parti d'un savoir-faire transmis de génération en génération, le faire évoluer, le transformer. Aujourd'hui, la filière implants et instruments de chirurgie fait vivre 2000 personnes et leurs familles dans le sud Haute-Marne. Quand la médecine de pointe fait rayonner tout un territoire, c'est l'objectif également de ce nouveau campus ici en Lorraine, le campus Brabois Santé. Nous sommes à Nancy. Bonjour Marc Braun. Bonjour madame. Vous êtes doyen de la faculté de médecine ici à Nancy. Pourquoi avoir voulu rassembler la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie? Pourquoi ce grand campus? C'est une volonté de l'université de manière générale de rationaliser, de faire en sorte que les étudiants des différents parcours de santé travaillent ensemble, étudient ensemble, partagent une partie de leur vie. À quoi va-t-il ressembler le médecin de demain, celui qui sera passé à travers tous ces outils, tous ces nouveaux outils? C'est un médecin qui sera à la fois proche de son patient parce que nous valorisons vraiment beaucoup l'apprentissage de la bienveillance, l'attention à l'autre, et puis aussi un médecin qui sera plus proche aussi de toutes les technologies qui vont être l'aide au diagnostic ou toute l'assistance qu'il pourra avoir dans les 20 prochaines années. Vous nous dites à la fois qu'on va utiliser plus de machines, plus de technologies, l'intelligence artificielle, et dans le même temps, vous nous dites que le médecin sera plus empathique avec le patient. Il semble y avoir un paradoxe. Le paradoxe est apparent parce que nous devons réussir les deux enjeux, et en parallèle sans en négliger un seul. À la fois une protection vis-à-vis du tout-machine, de l'ingénieur de santé, ce qu'on ne veut absolument pas, et puis un patient qui puisse être bien entouré par son médecin. Ces nouvelles technologies peuvent-elles être aujourd'hui une réponse aux déserts médicaux? C'est une réponse très partielle. Elles vont répondre à des petites niches où on aura besoin de ces techniques, mais ce sera toujours avec des professionnels de santé. Ces professionnels de santé seront différents d'aujourd'hui et à la fois à l'aise sur le plan technique et technologique, y compris en intelligence artificielle, et puis en même temps expliquer. Il y aura toujours besoin
d'explication, de proximité intellectuelle, de pouvoir transmettre des messages dans un langage approprié aux patients. Très concrètement, quelle est l'application aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y en a déjà? Il y en a déjà dans le domaine de l'image, la dermatologie, l'imagerie est très ancienne. Et puis, il y aura toutes les applications qui vont émerger dans les années qui viennent, qui seront basées sur des grandes cohortes et qui proposeront aux praticiens de santé des aides diagnostiques ou des aides thérapeutiques afin de mieux prendre en charge les patients. Comme quoi, plus précisément? Eh bien, on se fondera sur les pathologies fréquentes dans telle et telle région du monde ou des régions françaises. Et puis, eh bien, en fonction de l'âge, du passé du patient, de l'endroit où il a vécu, de sa nourriture, de l'environnement atmosphérique, eh bien, ces logiciels aideront à faire des propositions plus adéquates à la population qui est soignée par le praticien de santé. C'est-à-dire que le médecin n'est plus seul pour faire son diagnostic, il bénéficie d'une base de données. D'une base de données, et c'est là tout l'enjeu actuel des bases de données. Il y a une vraie carte à jouer pour le système français qui a des trésors à la Caisse nationale d'assurance maladie qu'il faut valoriser vraiment et transformer ce trésor en une aide de diagnostic pour les médecins s'occupant des patients français. Donc le médecin de demain sera forcément connecté? Forcément connecté, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Doyen. Merci. Nous sommes toujours sur le campus Brabois Santé en Lorraine. Voici une salle de simulation préclinique dentaire, l'une des mieux pourvues en Europe. Dans le Grand Est, d'autres sites méritent un détour, et notamment l'IRCAD à Strasbourg. En 25 ans, cet institut est devenu leader mondial en chirurgie mini-invasive. On vient de partout pour s'y former, un savoir-faire qui s'exporte même. En quête de région à voyager, de Strasbourg à Taïwan. Dimanche 10 juin, toute la presse asiatique est au rendez-vous. Le Premier ministre taïwanais William Lai a fait spécialement le déplacement. Le 10e anniversaire de l'IRCAD est un événement sur l'île. On se dit qu'on est fier d'être un petit maillon qui fait connaître l'excellence française. Alors c'est quand même terrible de se dire que l'éducation et spécialement en médecine, ça a toujours été anglo-saxon. Les références, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Et là, on a montré en Asie, comme on le montre au Brésil et ailleurs, que je pense qu'il y a une excellence française, sans oublier que cette révolution chirurgicale de chirurgie mini-invasive, elle est française. Voilà, comme ça. Ici, l'IRCAD, c'est une marque, si je puis dire, très reconnue. Cela aide à faire connaître la France, non seulement sous l'angle parfois un peu réducteur qui existe beaucoup en Asie, du romantisme, de la gastronomie, qui sont des éléments extrêmement importants, mais aussi faire savoir qu'en plus de tout ça, c'est aussi la technologie, l'innovation. Tous ceux qui ont porté haut l'innovation à l'IRCAD sont présents. Autour du charismatique fondateur, Jacques Marescot, il y a toujours le noyau dur des chirurgiens référents, de renommée internationale, les pionniers de l'aventure. En 1994, Jacques Marescot m'a contacté. Il voulait m'inviter à rejoindre l'IRCAD. Je crois qu'il avait surtout besoin d'une personne anglophone, mais j'étais ravi de son invitation et j'ai accepté. Je ne pouvais pas penser qu'on arrivait à mettre aux quatre coins du monde IRCAD en vitrine comme ça. Ça me fait fier et heureux pour lui, mais pour moi aussi. J'ai contribué un petit morceau pour faire ça, très petit, mais avec une grande passion. Passion pour l'enseignement, passion pour l'humanité, passion pour donner le meilleur de soi chaque jour. C'est ça l'histoire de l'IRCAD. Je crois vraiment que c'est toute la philosophie de l'IRCAD. Et voici la maison mère, située dans l'enceinte des Hospices civils de Strasbourg. Un bâtiment flamboyant. Mais la marque de fabrique de l'IRCAD, c'est avant tout cette gigantesque salle d'opération, 17 tables toutes reliées entre elles,
Les écrans permettent de suivre le geste de l'expert, pratiqué ici sur des cochons endormis. Les élèves, des chirurgiens confirmés, peuvent ainsi s'exercer à de nouveaux gestes de chirurgie dite mini-invasive, le but étant d'éviter les incisions, les infections et de permettre un rétablissement plus rapide du patient. Un bloc expérimental, un tuteur pour 2 tables, c'est le seul moyen d'apprendre la chirurgie, parce que la chirurgie, c'est une sorte d'art, mais d'art qui se fait par compagnonnage. Chaque année, 6000 chirurgiens de 120 nationalités viennent se former à Strasbourg. Avec le temps, les disciplines ont largement dépassé la sphère digestive. Vous avez ce qu'il faut, le programme. Merci. Avec tout ce qui va se passer dans la semaine. Ce matin-là, c'est un cours de chirurgie urologique qui démarre. 2 500 € la semaine. Il y aura un retour sur investissement, on va dire, parce que quand on revient, on va appliquer ce qu'on a appris et on ne fait que s'améliorer. On doit toujours apprendre en médecine et en chirurgie. Et il y a certaines erreurs qu'on fait, qu'on a envie de corriger. Et c'est un très bon endroit, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'expérience, on partage, c'est un partage d'expérience. Théorie, pratique et échange permanent entre participants et experts. Certains interviennent même de l'autre bout du monde, en visioconférence, et directement de leur salle d'opération. Le cas que nous avons aujourd'hui, c'est une tumeur entre le sigmoïde et le rectum. Des interventions systématiquement enregistrées par le service audiovisuel de l'IRCAD. Sur une chirurgie de 2 heures, on va garder les 5 minutes les plus importantes des différentes étapes et ça sera commenté, accompagné de cas cliniques, d'imagerie complémentaire, etc. pour vraiment avoir un film complet sur un certain type de procédure. Car l'IRCAD, c'est aussi un service d'e-learning gratuit. 11 personnes travaillent en permanence à WebSearch, l'université en ligne de l'Institut, née en 2000. Avec plus de 380 000 membres à travers le monde, WebSearch est devenue une des plus grandes communautés de chirurgiens. Chaque mois, de nouvelles publications sont mises en ligne et disponibles en 7 langues. On a un pôle éditorial, on a 3 personnes temps plein qui s'occupent de tout ce qui est rédaction, traduction, également sélection des films. Et ensuite, Catherine, qui fait l'illustration médicale, elle, va améliorer, je dirais, les vidéos. On va pouvoir lancer une vidéo, la mettre en pause. Catherine va dessiner sur la vidéo pour rendre la technique plus didactique. Donc chaque procédure chirurgicale va être décrite étape par étape, avec soit des dessins, soit des vidéos, soit des animations. Si rien n'arrête la course aux nouvelles technologies, l'IRCAD tente de poser un cadre éthique aux participants. Le patient doit rester au centre des préoccupations. Presque à chaque fois, on invite un expert que j'adore, qui s'appelle Peter Angelos, qui est à Chicago, et qui fait une conférence qui s'appelle « Innovation et éthique. Are we honest with our patients ?» Est-ce qu'on est vraiment honnête avec nos malades? Comment décidons-nous qu'une innovation est une avancée? Il remet en question tout le monde en disant « Ouais, vous êtes là, vous voulez une innovation, mais l'innovation, ce n'est pas toujours la meilleure solution pour le malade. » Le jour où vous allez faire votre premier geste chirurgical avec cette nouvelle technique, est-ce que vraiment votre malade sait que c'est la première fois? Est-ce qu'il est d'accord, tout en sachant qu'il y a peut-être une équipe à côté qui a une expérience de 100 ou de 1000 cas? Comment vous faites pour le lui expliquer? Comment vous faites pour choisir? Et donc, à la fin, il n'y a pas de réponse. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que l'innovation et franchir une espèce de ligne jaune, c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Derrière cette façade futuriste en plein cœur de l'hôpital civil de Strasbourg, le rêve enfin réalisé du professeur Jacques Maresco. Un pari fou à l'origine. Jacques Maresco est alors le chef de service de la chirurgie digestive à l'hôpital civil. Il rêve en effet de fonder un centre de formation, mais difficile de monter un projet au sein d'une structure publique comme le CHU ou l'INSERM. Il crée alors une association de droit privé, mais a besoin de fonds pour construire son institut. Et c'est pas lui qui m'en a parlé en premier, c'est sa secrétaire qui m'a téléphoné un jour pour dire « Madame Maresco, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Votre mari est en train d'hypothéquer la maison pour construire un truc. Il faudrait peut-être que vous soyez au courant. » Alors là, j'avoue que le soir, on en a quand même parlé. Mais rien ne l'arrête. Il sollicite un riche mécène américain, Léon Hirsch,
fabricant de matériel chirurgical. On ne savait pas comment financer. On a écrit un fax à Léon Hirsch en disant on a une idée géniale à Strasbourg, on veut développer les nouvelles technologies, puis on va former le monde entier de chirurgie en chirurgie laparoscopique. Et le lendemain, on avait la réponse Hirsch qui disait great idea, je vous envoie 7 billets de Concorde et 2 hélicoptères vous attendront à Kennedy Airport. Et puis la première question qu'il a posée, c'était how much? On ne savait absolument pas quoi dire. Et donc je me suis dit, on va bluffer. Et puis j'ai dit $1 million. Pour moi, $1 million, c'est quelque chose de dingue. Et je vous en ai toujours, il a éclaté de rire en disant, vous venez à New York pour $1 million, ben, vous pouvez les avoir. Mais c'était bien parce qu'on n'a pas été des enfants gâtés. Et je pense que si on avait eu d'emblée une somme comme $15 millions, je pense qu'on n'aurait pas fait les efforts nécessaires pour aller chercher la suite du financement. Et donc après, ça n'aurait pas marché de la même manière. Le souvenir que j'ai du début, c'était les week-ends où nous allions en famille sur le chantier prendre des notes sur toutes les petites imperfections, les encadrures de porte. Alors on était avec ma sœur à prendre note, encadrure, 2e étage à gauche, première porte. Lors des premiers cours en 1994, il n'y a pas de personnel, alors c'est toute la famille qui met la main à la pâte. Les repas, il fallait dresser les tables. C'était à l'époque les cuisiniers de l'hôpital qui faisaient un buffet. On mettait en place, on servait, on desservait, on faisait la vaisselle. Quand tout ça s'était fini, je rentrais un petit peu chez moi. Et puis on allait tous les soirs au restaurant avec les participants. Donc c'était des semaines longues et difficiles. Un grand navire vide, selon les détracteurs. La première année, seules 2 sessions de cours ont lieu. Les confrères français se montrent rétifs, alors l'équipe de Jacques Marescot fait appel à des experts étrangers. Et rapidement, se rend compte que pour être attractif au plus grand nombre, les cours doivent se dérouler en anglais. On a pris tous des cours le samedi matin, oui. On parlait un French English et on s'est un peu amélioré depuis. C'est un anglais très universel, donc relativement pauvre malgré tout, mais qui nous permet de comprendre et d'apprécier les chirurgiens du monde entier. Quand tu as lancé le projet de l'IRCAD, tu avais une petite idée. Et puis quelqu'un t'a dit qu'il fallait voir grand pour que ça marche. Donc il a vu grand et depuis il voit de plus en plus grand. Pendant 5 ans, il prépare un gros coup, l'opération Lindbergh. Celle-ci a lieu le 7 septembre 2001. À 7000 km de distance, le professeur Marescot, à New York, aux commandes du robot Zeus, opère une patiente à Strasbourg de la vésicule biliaire. Instantanéité entre l'image et le geste, une prouesse technologique préparée avec les ingénieurs de France Télécom. L'Institut et son patron se font une renommée internationale qui ne fera qu'augmenter avec les défis technologiques qui se multiplient. Les grands de ce monde défilent à l'IRCAD. Dans le bureau de Jacques Marescot, le mur aux photos raconte cette épopée. Il n'y a que des souvenirs qui sont assez incroyables. Alors là, il y a tous les présidents qui sont déplacés à l'IRCAD. Jacques Chirac, 99, qui nous a ensuite énormément aidés pour l'opération Lindbergh New York-Strasbourg. François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui s'est déplacé, je crois, même pas un mois après sa nomination. Il y a eu énormément de centres qui ont été créés pour rééduquer les gens. Et en fait, celui qui avait la base la plus solide, la structure et l'organisation la plus solide est l'IRCAD. Tous les autres centres que j'ai connus partout dans le monde n'ont jamais vécu très longtemps parce que les gens en général ne se rendaient pas compte de l'investissement humain, technique, financier que ça représentait de tenir une institution comme ça en permanence. Vous avez 2 minutes? Peut-être prendre note des souhaits que vous avez pour le cocktail, de façon à prendre un tour d'avance et de vous envoyer... Tenir l'Institut et le faire grandir. L'IRCAD compte aujourd'hui 49 salariés, mais génère au total 182 emplois. Son budget annuel est de 15 millions d'euros. Pour les experts, donc on organise tous leurs voyages. On leur indique le taxi qui les attend au départ, toutes leurs invitations à dîner. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour leur accueil. Pour un cours avancé d'une chirurgie colorectale, par exemple, on invite 22 experts. On est obligé de leur payer, bien sûr, un voyage en business, de les loger dans un hôtel plus que correct. Voilà, donc ça a un coût. Mais c'est en fait un investissement. Quand on regarde les locaux de l'IRCAD, on se dit que c'est un peu somptuaire par rapport à ce qu'on peut voir dans les hôpitaux partout dans le monde ou même dans les universités. À ça, je réponds que c'est vraiment un calcul qui est fait qu'on ne peut pas imaginer l'un des plus gros centres de formation au monde pour des chirurgiens
sans savoir comment on doit recevoir un chirurgien, parce que c'est comme ça. Chablis, Côte de Nuit, Château-Latour, elle se laisse admirer ces quelques 1000 bouteilles d'exception. De grandes dames sorties de leur cave tranquille par de généreux donateurs, cadeaux à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Alors, pour rentrer de l'argent, outre les cours, l'IRCAD et l'Association des Amis de l'IRCAD reçoivent des dons et s'appuient sur diverses opérations. Vente de bougies, de grands vins, dîners de gala, comme ces bals de Sissi d'un soir qui se sont tenus au Palais universitaire de Strasbourg à la fin des années 90. Mais la plus grosse rentrée d'argent provient des partenariats avec les industriels. À 2 heures de route de Strasbourg, voici Tuttlingen en Forêt-Noire. C'est là qu'est basée la maison mère de Karl Storz Endoscope, entreprise familiale devenue leader mondial dans le matériel d'endoscopie. À sa tête, la très discrète Sibylle Storz, 81 ans, qui dirige ses 7500 employés à travers le monde d'une main de maître. J'observais très précisément ce qui se faisait à Strasbourg, non sans une pointe de jalousie. Mais à l'époque, le partenaire était américain et ça ne m'allait pas du tout. La première rencontre a eu lieu, elle a été très positive. Très peu de temps après, on nous a rappelé pour nous dire qu'on aurait l'intégralité du contrat. Un partenariat gagnant-gagnant. Une vitrine pour Karl Storz qui peut ainsi vendre du matériel aux chirurgiens du monde entier qui viennent l'essayer à l'IRCAD. Et pour l'Institut, la garantie d'avoir les dernières innovations, voire du sur-mesure, qui n'est pas encore sur le marché. Et sans ces industriels, on serait mort. C'est sûr que ce n'est pas les inscriptions au cours qui nous permettront de vivre. Mais ce qui est bien, c'est que toute l'équipe, partout, sait que ce sont les industriels qui nous permettent de vivre. Ils savent que tous les 5 ans, on est remis en cause. Ce qui veut dire que si on a été mauvais, terminé, il n'y a plus de financement. On n'a pas d'argent public et pour nous c'était important déjà parce que je pense qu'il faut arrêter sans arrêt de demander des sous à l'État. Quand on a un projet, par exemple un projet de construction qui a été le début de l'IRCAD, ensuite l'extension de l'IRCAD 2. La première démarche c'est les collectivités. Et les collectivités elles nous ont fait confiance depuis le début. Jacques est un homme persuasif et pédagogique. C'est-à-dire que il arrive à entraîner des gens qui ne sont pas des spécialistes dans le domaine de la santé, mais il leur dit voilà ce que je veux faire, c'est nouveau. Tout ça est suivi d'effets. Et donc on ne peut qu'aider à la fois pour les progrès de la chirurgie, mais aussi pour le rayonnement de Strasbourg à travers le monde. À 9500 km de la France, Taïwan. 22e richesse mondiale. Une économie galopante qui est passée de l'industrie lourde aux technologies de pointe en quelques années. À l'origine, l'IRCAD n'avait pas pour vocation d'ouvrir des instituts jumeaux. Mais il y a 11 ans, Min-Ho Wang, chirurgien et propriétaire de 8 hôpitaux sur l'île, est venu faire une demande très particulière à Jacques Marescot. J'étais déjà un senior par rapport au professeur Marescot dans le domaine de la chirurgie mini-invasive. Lui avait ça dans son centre. Je lui ai garanti que nous, à Taïwan, on était capable de dupliquer exactement ce qui se faisait à l'IRCAD de Strasbourg. Le président Wang et son réseau d'hôpitaux, pour avoir le nom de l'IRCAD, pour avoir le savoir-faire, a payé le nom comme on paye le nom d'une marque, tout en nous en garantissant le contrôle scientifique. Donc ça a fait en sorte que ça a été un financement parallèle extrêmement important pour l'IRCAD. Montant secret. Le contenu scientifique entièrement contrôlé par l'équipe strasbourgeoise. Les experts de la première heure ainsi que les industriels ont tout de suite répondu présent. Désormais, ce sont les chirurgiens de tout le continent asiatique qui peuvent plus aisément venir se former ici à Taichung. C'est un grand plaisir, une vraie chance de pouvoir apprendre ici. Et cette technique, je vais vraiment l'étudier pour pouvoir la reproduire chez moi à Hong Kong. La satisfaction est énorme de
comparer nos habitudes et nos visions avec celles d'un pays d'Extrême-Orient où la vision de l'humanité est différente de la nôtre et surtout de former une entière génération de chirurgiens. En 10 ans, à Taïwan, la part de la chirurgie mini-invasive est passée de 20 à 80%. Un institut jumeau qui a vu le jour en moins d'1 an. L'aventure est un peu similaire au Brésil et à la base, c'est toujours une histoire de rencontre. Une volonté de faire. Rien ne semble arrêter Enrique Prata. Cet homme d'affaires revendique avant tout son statut de fermier, certes, mais sa priorité est l'excellence médicale. À côté de son hôpital, il voulait le meilleur centre de formation et c'est en France qu'il l'a trouvé. En 2011, un premier IRCAD Brésil voit le jour à Barretos, dans l'état de Sao Paulo. 6 ans plus tard, en 2017, un autre institut s'ouvre à Rio. Le principe est le même partout. La construction est financée par des riches mécènes. Enrique Prata pour le premier, une compagnie d'assurance pour le second. L'IRCAD garde la main sur le contenu scientifique et il ne doit pas y avoir profit. Les bénéfices sont systématiquement réinvestis. Nous réservons beaucoup de places à nos cours et gratuitement à de jeunes chirurgiens de régions pauvres. Et ça, c'est très important. Nous ne pouvons opérer de nos mains tous les patients. C'est merveilleux cette idée de générosité et de pouvoir partager toutes ces connaissances avec ces jeunes chirurgiens. Fort de sa notoriété, Jacques Marescot est missionné en 2009 par le président Sarkozy pour réfléchir à l'avenir des CHU de France. Le rapport donne naissance à des pôles d'excellence, les instituts hospitalo-universitaires. Un jury international retient 6 projets, dont celui de Strasbourg. L'Institut de chirurgie mini-invasive guidé par l'image naît en 2016. Une collaboration toute naturelle entre l'IRCAD, l'université et l'hôpital. Coût total 220 millions d'euros, dont 67 millions d'argent public. L'IHU, c'était une façon de mettre en pratique pour les patients tous les systèmes de recherche et d'enseignement qu'on avait développés à l'IRCAD. Donc tous les patients qui arrivent à l'hôpital dans mon service vont bénéficier de ce plateau technique. Ces salles d'opération, mariées à l'imagerie et à la robotique, sont les plus modernes au monde. Les experts de l'IRCAD n'ont qu'une passerelle à franchir pour venir y opérer de vrais patients cette fois, aux côtés des médecins et personnels de l'hôpital. Voici par exemple une intervention de l'estomac réalisée entièrement par un robot guidé. Dans la paroscopie, les poignées sont à l'extérieur et donc ce sont des bâtons entre parenthèses qui rentrent. Là, on a véritablement la partie mobile qui est à l'intérieur et qui nous permet, 1, de voir en 3D et puis 2, d'avoir une dextérité comme si on était à ciel ouvert. L'innovation à l'IRCAD, c'est aussi toute la partie recherche et développement, le domaine des informaticiens. Comment aider au mieux le chirurgien à préparer son intervention? C'est le travail mené depuis 15 ans par l'équipe de Luxolaire. Aujourd'hui, elle est capable de reconstituer en 3D le clone virtuel de n'importe quel patient à partir de son scanner ou de son IRM. Donc les reins en marron ici, le foie, l'estomac qui est ici avec ses artères et ses veines. Et les logiciels qui existaient jusqu'à présent faisaient qu'un seul organe. Le foie par exemple, les poumons, c'était les principaux logiciels sont là-dessus aujourd'hui. Donc ça va permettre des innovations majeures dans la prise en charge des patients. Éviter les erreurs et simuler le geste avant l'opération. Ce logiciel est désormais commercialisé sous le nom de Visible Patient. 21 hôpitaux français s'en servent déjà. Et une grosse complémentaire santé vient d'annoncer la prise en charge à 100% pour ses assurés. Les espoirs sont énormes, car le clone virtuel ouvre la voie à la réalité augmentée, autre terrain de recherche à l'IRCAD. Alors la réalité augmentée, en fait, il s'agit simplement de pouvoir superposer en temps réel un modèle virtuel créé de manière préopératoire par l'entreprise ici Visible Patient, et donc de pouvoir le superposer à la vue réelle du chirurgien. On pense à tout ce qui est percutané, donc positionnement des aiguilles pour détruire une tumeur in situ. Dans les 10 ans à venir, on peut penser qu'un robot sera en mesure, lui, de positionner directement cette aiguille. À 2 pas de l'IRCAD, les haras,
bâtiments majestueux classés aux monuments historiques. Ils avaient définitivement fermé en 2006. Je faisais beaucoup de cheval à l'époque avec mon épouse, on était passionnés de ça. Et une fois j'ai visité, parce que c'était fermé, il y avait une enceinte, une fois j'ai visité, pour moi c'était le plus beau bâtiment de Strasbourg. Et ça faisait 10 ans que j'ai essayé d'avoir les haras. Et 8 jours après la nomination de Roland Ries, maire de Strasbourg, je lui ai dit voilà mon projet, ça serait de faire un restaurant, un hôtel, à la fois pour les chirurgiens qui viennent, mais aussi ouvert au grand public. Il a dit oui tout de suite. Poisson fumé. Très bien. Salade de pommes de terre vient de chez nous. Le bail amphithéotique de 52 ans en poche, un prêt des banques de 25 millions d'euros, la rénovation est achevée en 2013. Et pour s'assurer le succès de la brasserie, l'IRCAD s'associe au chef triplement étoilé Marc Eberlin, le propriétaire de la célèbre auberge de l'île d'Illhäuser. C'est déjà l'amitié avec le professeur Maresco, qui était déjà ami avec mon père et mon oncle, et puis on se connaissait de longue date. C'était ça, moi c'est souvent des relations amicales, c'est pas simplement des relations d'affaires et de business. Une belle opération immobilière avec des bénéfices, une fois encore, réinvestis dans la recherche, la convivialité en plus, car à chaque formation, participants et experts sont invités à une soirée au haras. Un savoir-faire alsacien qui va continuer à s'exporter. Un nouvel IRCAD est attendu à Beyrouth au Liban dans quelques mois, une porte d'ouverture sur le Moyen-Orient. Et puis un autre encore verra le jour sur le continent africain à Kigali au Rwanda pour début 2020. Tant que j'ai la santé, qu'on ne me dit pas que je deviens un peu gaga, ouais, j'ai envie. Je n'arrive pas à imaginer arrêter. Je ne pourrais pas retraiter, aller à la montagne, faire une petite marche tous les jours, etc. Donc voilà, et puis moi j'ai un métier là actuellement, c'est exceptionnel. C'est une vie, je dirais, de rêve. Donc je me demande par moments pourquoi m'arrêter. À Strasbourg, l'IRCAD va connaître sa 3e extension avec la construction d'un nouveau bâtiment dédié plus particulièrement à la chirurgie robotique. En 25 ans, d'un pari fou, l'IRCAD aura réussi à devenir un label reconnu dans le monde entier. Il faut des femmes, des hommes ambitieux, des rêves fous pour créer la médecine du futur. Grâce à eux, aujourd'hui, on répare les cœurs défaillants, on remplace les genoux récalcitrants, on fabrique de la peau. Le champ des possibles est immense, à condition de ne jamais oublier que la médecine est humaine, au service du patient. À très bientôt.